Peut-être. Bonjour Catherine, Salut Lucie! je suis heureuse de t'accueillir et je te remercie infiniment d'avoir accepté ce recueil de témoignages. Bah, écoute, c'est un plaisir partagé. Moi, je sais qu'on va passer un fabuleux moment pour transmettre, je pense, de l'espoir aux parents, aux enfants, peut-être même aux enseignants, je ne sais pas, à ceux qui auront envie de regarder notre échange. Merci beaucoup. En tout cas, pour les gens qui vont t'écouter ou te regarder, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ok, quelques mots, c'est là qu'est le challenge. Bonjour, je m'appelle Catherine Godard, j'ai 51 ans, je suis un petit peu obligée de calculer, mais c'est ça, j'ai 51 ans. Je suis mère de 3 enfants. Je suis mariée depuis plus de 30 ans. Eh oui, c'est un truc de dingo. Euh, j'ai développé un métier qui n'existe pas, mais que je trouve vachement sympa. Je me suis fait un métier sur mesure. Je suis sourirologue. Qu'est-ce que c'est? C'est de la Excellent. préparation mentale pour accompagner le changement, pour accompagner les évolutions, pour accompagner les projets. Euh, c'est de la préparation mentale ok, pour devenir grandiose, carrément. Parce que grandiose, pour moi, un projet grandiose. Tu sais ce que c'est qu'un projet grandiose, Lucie? Je t'en prie. Ok. Un projet grandiose, c'est un projet qui t'amène à grandir et oser. Des fois, c'est toi qui choisis le projet, et des fois, c'est le projet qui te choisit. Un projet grandiose, c'est un projet qui va te faire sortir de ton ordinaire. Donc, c'est forcément un projet extraordinaire. Waouh. Moi, l'année dernière, en 2022, il y a un projet qui m'a choisi. Ça a été un petit peu violent d'ailleurs. On m'a annoncé un double cancer du sein. Et bien, même ça, c'est grandiose. Parce que c'était vraiment un extra à mon ordinaire. Au cours de toute l'année de traitement, en fait, ça m'a demandé une introspection et ça m'a permis de grandir dans mes réflexions et d'oser faire des choses différemment. C'est ça être grandiose. Donc, des fois, la vie t'invite à grandir alors que tu n'avais pas prévu de le faire. Mm, mm. Un Et dans grand ma vie, il y a eu merci. plein de fois où on m'a invité à ça et où j'étais pas prête. Sauf qu'aujourd'hui, je continue dans la présentation. Au départ, j'ai fait 23 ans d'informatique dans un service informatique. J'étais chef de projet. Je faisais de la conduite du changement, mais tout se basait sur un planning et des échéances. Ok, c'est ça aussi la conduite du changement. Et puis j'ai fait ça pendant 23 ans. Je me suis fatiguée. Beaucoup. J'ai fait beaucoup de charges mentales et beaucoup de charges émotionnelles. Donc, j'ai traversé burn-out, brown-out, bore-out. Mais là, c'est pareil, c'était grandiose à chaque fois. J'ai appris plein de choses. Pour en définitive faire une reconversion professionnelle, me former en tant que coach, aller chercher des outils pour comprendre comment je fonctionnais et pour apprendre à être autonome, pour être beaucoup plus confort dans le changement moi-même et pour apprendre à faire baisser cette charge mentale qui n'est pas la meilleure amie de la créativité. Donc, sourirologue, c'est ça, c'est apporter de la légèreté pour être dans une créativité plus abondante et pour aussi, quand on est dans la légèreté et dans moins de charge mentale, on va être aussi beaucoup plus ouvert aux autres. Et comme le sourire, tu sais, c'est en non-verbal ce qui crée le lien. Je trouvais que ce, cette petite blague sourirologue, c'était vraiment très, très adapté à ce que je voulais partager dans mes accompagnements. Donc, du coup, j'ai déposé la marque. Comme ça m'a laissé le temps de créer quelque chose qui était à ma taille. Je rajoute un dernier truc. Parce qu'on continuera après sur mais comment que c'était à l'école, Catherine? Euh, euh,
Je sais qu'on va faire du... Mais comment que c'était? Euh, dans toute ma scolarité, moi, j'ai eu du mal à me retrouver et à trouver la bonne case. Dans ma vie d'adulte, j'ai eu du mal à... J'ai essayé, tu sais que quand même, j'essaye de faire plaisir à tout le monde, hein. Donc, j'ai essayé de me mettre dans toutes les cases et ça marchait pas. Et, et après cette formation de coach, on m'a demandé, mais quel type de coach es-tu? J'ai dit, ah merde, attends, faut que... Enfin, ah zut, il faut que je me retrouve une case. Et c'est là où je me suis dit, ben, et si tu t'autorisais à te créer ta propre case? Donc, quelque part, sourirologue, c'est un job juste à ma taille. Waouh, Je me suis créé le job à ma taille. Et sinon, si on devait me définir, j'aime me promener en forêt, j'aime les gens qui évoluent, et un truc hyper important, j'adore qu'on me raconte des histoires inspirantes. Alors ça c'est du kiff. waouh. Merci beaucoup pour cette présentation, cette belle présentation. Merci. Et la question phare de cet entretien, Catherine, Je suis prête, je suis prête. Attends, je suis prête. Vas-y. comment c'était à l'école pour toi? Oh, c'était tellement difficile. Waouh, En fait, je suis l'aînée de ma fratrie et j'ai une maman institutrice. C'est cool. C'est cool, sauf quand tu es dyslexique. Parce que, alors j'ai 51 ans, donc si on repart en arrière, il y a 45 ans, la dyslexie, c'était pas trop, 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 trop identifié. C'était peut-être le début, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai commencé l'école et puis, ben, je comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Et je comprenais vraiment pas ce qu'on attendait de moi. Et je suis aussi, et je pense que j'ai développé beaucoup, beaucoup, ma sensibilité s'est développée encore plus à ce moment-là, parce que je cherchais tous les signes euh, qui pouvaient me permettre de savoir si je faisais plaisir ou pas aux autres, surtout à l'instit, surtout à ma mère. Donc j'avais tellement envie de leur faire plaisir et j'avais tellement pas les moyens de le faire. Donc on m'a toujours dit des choses très très gentilles, hein. On m'a pas cassé, on m'a pas brisé. Sauf que quand tu réussis pas, on n'a pas besoin de te le dire. Tu le perçois. exact. Tu le Mm. perçois. Tu perçois beaucoup de choses. Et cette perception-là, tout au long de mon développement, va faire que, bah, comme je perçois que je n'y arrive pas, j'ancre que je suis nulle. Et je l'ancre très très fort. Et quand j'ai fait ma formation de coach, j'ai découvert l'incompétence acquise. Oh. Et j'ai découvert qu'en pensant que j'étais nulle, eh ben, je me tirais une balle dans le pied, en fait. L'incompétence acquise. Tu veux que je te raconte une histoire? Parce que tu sais bien que j'aime Avec les histoires. plaisir. C'est une petite fille qui va au cirque et qui voit un éléphant avec le dresseur qui fait des choses extraordinaires, qui montre sur la piste sa force, son intelligence, la grâce aussi. Et elle regarde ce spectacle et elle trouve ça merveilleux. Et en sortant, elle voit l'éléphant accroché à une toute petite corde. Et elle comprend pas parce qu'elle a bien compris que l'éléphant, il était très fort. Et il se dit, mais pourquoi cet éléphant reste accroché à une petite corde? Donc elle demande à son papa. Son papa n'a pas la réponse. Et ils vont voir le dresseur. Et le dresseur explique, quand l'éléphanto était tout petit, on l'accrochait à cette même corde pour qu'il ait un périmètre dans lequel il serait en sécurité. Et comme l'éléphanto n'avait pas la force qu'il a aujourd'hui, bah, il a bien essayé d'aller plus loin, mais ça ne fonctionnait pas. Et il a bien essayé d'aller plus loin pendant des années. Et au bout d'un moment,
Force de constater qu'il ne pouvait pas aller plus loin, il a arrêté de tirer sur la corde. Mais le premier objectif, c'était de le mettre en sécurité. Et quand l'éléphant a grandi, il avait appris qu'il ne pouvait pas aller plus loin que la corde. En fait, cette corde, c'est comme ta zone de confort. À un moment, ça t'enferme. Tu as beaucoup plus de potentiel, tu pourrais aller faire beaucoup plus de choses et tu t'es enfermé dans quelque chose. C'est ça l'incompétence acquise. Aujourd'hui, l'éléphant, il pourrait sortir de cette zone, mais comme c'est sa zone de confort, sa zone d'habitude, je préfère la zone d'habitude, la zone où je sais que je suis en sécurité, ben j'en sors pas. Alors que mon potentiel s'est déployé et que je pourrais faire autrement. Mais je n'ai pas conscience que je peux faire autrement. Et derrière la zone de confort, si on va plus loin, il y a d'abord la zone de panique, parce que forcément, l'inconnu, ça fait peur. Après, tu as la zone d'apprentissage qui fait que tout ça te permet d'agrandir ta zone de confort. Ça, je ne le savais pas quand j'étais petite. Et je me suis élevée juste avec ma zone de confort qui était inconfortable, c'est t'es nul. Ça, c'est ce que je pensais de moi. Donc là, je vais te parler tu sais, quand j'ai fait ma formation, un jour, il y a quelqu'un qui a parlé de syndrome de l'imposteur. Oh, mais oui, mais c'est ça, mais c'est ça. En fait, j'ai toujours pensé très, 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 très longtemps jusqu'à me former au coaching. Donc, j'ai dû me former, j'avais 47 ans. J'ai pensé que j'étais nulle et incapable. Et du coup, quand on m'embauchait, je me disais, heureusement qu'ils ne se sont pas aperçus qu'il y avait eu une erreur de casting. Parce que vraiment, à côté des autres, mais je vaux rien, quoi. Imagine la charge mentale. Ça, c'est de la charge mentale et de la charge émotionnelle. Et ça ne te permet pas de déployer ton potentiel. Donc, quand j'étais petite, voilà, je pensais ça. En revanche, j'avais une vraie intention, c'était de faire plaisir à maman, de faire plaisir à l'instit, de faire plaisir à tout le monde. Donc, du coup, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à leur faire plaisir. Et je ne le faisais pas pour moi. Je le faisais mais ça, c'est normal, hein. On va chercher la reconnaissance et l'amour dans le regard des autres. Mm. Et, et, et c'est chouette parce que ça te fait avancer. Donc, on me disait, enfin, c'est un chemin normal, je pense. Tu vois, au départ, on est dépendant. Mhm. On a besoin du parent pour grandir. À un moment, on est contre-dépendant. Moi, j'ai pas été trop contre-dépendant. J'ai pas essayé de faire toute seule parce que je pensais que j'étais nulle. Et la contre-dépendance te permet justement de gagner de l'autonomie pour après devenir complètement dépendant et indépendant. Et tu sais, je pense que le truc, c'est l'idée de dépendance, c'est de la dépendance affective. Et l'indépendance, pour moi, c'est ça, c'est devenir indépendant affectivement, c'est-à-dire avoir gonflé l'amour de soi, avoir enrichi euh, ma bouteille d'estime de moi pour me dire, je suis capable de le faire, je suis capable de me mettre en sécurité toute seule. Je suis capable d'aller chercher les bonnes personnes au bon moment. Je suis capable de sortir de cette zone de confort pour l'élargir, pour devenir encore plus, développer encore plus de potentiel. Ça, il m'a fallu vachement longtemps pour le comprendre. Et t'es pas indépendant quand tu quittes la maison, t'es indépendant quand émotionnellement, t'es t'as suffisamment d'amour propre pour t'ouvrir aux autres. Et après l'indépendance, il y a l'interdépendance. C'est comme euh, je suis bien dans mes baskets, j'ai plus peur du regard des autres, je peux m'affirmer et je peux co-construire parce que je pense plus que je suis nulle. Mais Je justement, pense là, que Catherine, tu es en train d'expliquer que tu as compris euh, par justement cette formation et tes expériences, tu as pu avoir ouais,
un Oui, retour. oui, en fait, si tu veux, ce qui était génial dans cette formation, c'est que on me disait, oh, ok, ah, faut que je te dise un truc. La connaissance sans l'expérience, c'est de la philosophie, c'est du concept. Connaissance sans expérience, c'est de la philo, du concept. L'expérience sans la connaissance, c'est de l'ignorance. Tu sais pas que tu sais. En revanche, l'expérience enrichie de la connaissance s'appelle l'intelligence. Et pendant cette formation de coach, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose, ça me rappelait une expérience vécue. Et du coup, je me disais, ah mais je le sais, mais je ne savais pas que je le savais. Et du coup, c'est ça qui a rendu tout intelligent. Moi, quand il m'a expliqué l'intelligence émotionnelle, moi qui suis hypersensible, du coup, les émotions qui me submergeaient tout le temps, tout d'un coup, il me donnait la clé de lecture. Alors ça, attends, comment te dire que la clé de lecture, c'est le mot que je préfère dans ma vie, parce que j'ai tellement eu de mal à apprendre à lire que, que, que Et quand on me ouais, donne la clé de lecture, moi, tout à coup, tout s'y c'est merveilleux. et ouais. Et en fait, tu sais, euh, quand on est tout petit, quand on est dépendant, justement, quand tu nais, euh, ton premier langage, c'est celui des émotions. C'est celui que tu parles en premier. Tu vois le sourire de maman, tu entends sa voix. En fait, tu sais, dans la communication, tu as 7%, c'est les mots, 93%, c'est le non-verbal. Donc, c'est que de l'émotionnel. Ça va être la posture et ça va être la voix. 93%. Quand tu es bébé, tu comprends 93% du message sans comprendre les mots. Sauf qu'on te donne jamais la clé de lecture. Et c'est à 47 ans, en comprenant ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, que tout d'un coup, clé de lecture de malade. Et là, tu te dis, oh, mais oui, mais c'est bien sûr, tu vois. Et en fait, c'est ça que je fais dans mes accompagnements. J'apporte des clés de lecture du 93% de non-verbal. Et si je revenais à quand tu étais à l'école, à Ouais, partir comment tu as fait avec ces difficultés-là, comment tu as fait pour, ouais, par exemple, t'orienter? Comment ouais. ça Et s'est... ben, en fait, tu vois, déjà, j'avais cette envie de faire plaisir. C'était important. Moi, j'étais l'aînée. Donc, ma mère, elle a vraiment voulu m'aider. Elle m'a même pris dans sa classe. Donc, le CP, ça a été une catastrophe. Je comprenais pas. Je suis quand même passée au CE1. Ok. Et en fait, ma mère était mon institutrice au CE1 et au CE2. Et elle était mais tellement démunie. Imagine comme elle pouvait être démunie. Et en fait, elle était impuissante de pas pouvoir m'aider. Mais comme elle avait vraiment envie de m'aider, à un moment, et puis à un moment, elle a commencé à chercher des solutions et je suis allée voir une orthophoniste. Donc j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec mon orthophoniste qui s'appelle Jocelyne Vincent et que j'adore. Et du coup, j'ai dû y aller, donc j'ai dû commencer au CM et j'ai dû en faire peut-être, dans mon souvenir, j'en ai fait longtemps, mais en vérité, et j'en ai peut-être pas fait si longtemps que ça, j'ai dû faire 4 ou 5 ans d'orthophonie. Ok. Donc, j'ai jamais redoublé en primaire. Par contre, le CP, la sixième, ça a été une période mais tellement difficile parce qu'en fait, j'avais besoin de faire plaisir, il y avait beaucoup d'émotionnel dans ma motivation. Et arrivé au collège, changer de prof tous les jours, on ne me connaissait pas, etc. Du coup, j'avais beaucoup de difficultés
à cette période-là, je me suis retrouvée dans un prototype, un nouveau truc où on prenait 3 classes et tous les trimestres, on changeait la classe. Ah oui. Je me suis du coup retrouvée alors donc à la fin de l'année, il y avait 3 niveaux, les très bons, les moyens bons et les pas bons du tout et ceux qui étaient perturbateurs. Donc bah, comment te dire que j'étais dans la dernière classe, donc dans cette classe-là, tout le monde a redoublé, super efficace et j'ai redoublé. C'était un petit peu compliqué pour moi la 6e. Apprendre l'anglais alors que tu comprends déjà pas ta langue, c'est compliqué. Les maths, enfin, tout était compliqué. J'ai eu la chance de faire à peu près tous les soutiens qui pouvaient se faire. Donc, c'était beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et pour très, très peu de satisfaction parce que j'y arrivais pas. Donc, là, si on parle un petit peu d'intelligence émotionnelle et de neurosciences, en fait, je faisais du cortisol, je faisais du cortisol, je faisais du cortisol. Le cortisol, c'est de l'hormone du stress. 5 minutes de cortisol t'épuise pendant 1 heure. Si tu veux recharger, il faut 1 heure de pause pour récupérer tes 5 minutes de cortisol. Quand tu fais du cortisol H24 et que tu n'as pas un petit moment, en fait, ce qui peut retourner les choses, c'est que tu fasses de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Donc, tu bosses beaucoup pour un examen et tu as un résultat pourri. Donc, jamais de dopamine, que de la frustration, que du cortisol. Et ça t'épuise. Ça t'épuise. À un moment de ma vie, je suis retournée voir ma non, attends, je finis sur les études. Donc je vais quand même au collège. Au collège, je redouble ma 6e. La 2e année, ça va mieux et du coup, la D'accord. 2e année, je fais un truc de dingo. Je te promets, je fais un truc de dingo. Mais je crois que je l'ai fait la première année. Oui. Tu sais ce qui se passe en 6e? On élit les délégués de classe. Et moi, qui n'ai pas du tout confiance en moi et qui pense que je suis nulle, je vais me présenter. Tu sais pourquoi? C'est hyper égoïste de ma part. Tu sais pourquoi je fais ça? Parce que Vas-y. je me dis qu'il n'y a que moi, parce que je me connais bien, qui pourra me défendre au cas où. Enfin, c'est pas altruiste du tout, là, cette affaire, hein. Tactique. Une stratégie de dingo. Et du coup, je suis élue contre toute attente, parce que moi, je crois que je suis nulle, donc je pense que les autres, ils pensent que je vaux rien, vu que moi, c'est ce que je pense. Et là, je suis élue. Et en fait, je ne me rends pas compte que qu'en fait, c'est une position très affirmée. Ça, je m'en rends pas compte. Tu vois, je suis dans le déni total. Le fait que tout le monde vote pour moi, je me dis, je suis dans le déni. Je suis juste contente, j'ai réussi à avoir la possibilité d'être avec les profs pour défendre mon grain de sable, si machin. Et du coup, pas que pour défendre mon grain de sable quand même, parce que comme je suis hypersensible et très empathique, tous ceux qui sont en difficulté, comment te dire, j'ai beaucoup d'émotions et je vais essayer de comprendre pourquoi ils sont en difficulté pour pouvoir porter la voix, être porte-parole des autres, tu vois? Donc, et en fait, j'ai été déléguée de classe, mais toute ma vie. J'ai compris qu'après que c'était pour me sauver la peau. Et tout à l'heure, on parlait des certifications. Tu sais, quand on se forme, à la fin, il y a une certification. Et que moi, j'ai des difficultés avec la certification parce qu'en fait, en un très peu de temps, on t'évalue sur une connaissance. Et que moi, les connaissances, c'est compliqué pour moi. Et du coup, être délégué de classe, c'est dire, ouais, ok, j'ai peut-être pas répondu à ça, mais je suis plus riche que juste ça, en fait. Tu vois? Donc délégué de classe, c'était super sympa. Donc du coup, j'ai quand même fait collège, donc j'ai redoublé ma 6e. J'ai fait le collège, ça s'est passé. Je suis allée en seconde. Waouh, ça c'était chaud patate, hein. En seconde, j'ai fait le choix après d'aller vers un. Ah purée, c'était merveilleux, merveilleux. J'ai fait un bac G. Et à l'époque, Michel Sardou sort une chanson pour casser
tous les gens qui vont au bac G en disant que le bac G est un bac bon marché. Alors déjà, j'avais une estime de moi pourrave. Alors Alors, merci avec... Michel, ça finit de te mettre par terre. En revanche, j'ai adoré, c'est peut-être le moment où j'ai commencé à être dans la réussite. Parce que c'était un bac technique. Du coup, là, on n'était plus sur du savoir, euh, euh, savoir, comment dire, philosophique, du savoir euh, conceptuel, mais on était sur des choses concrètes. Je faisais de la compta. Alors je ne savais pas, mais je suis dyscalculique, donc tu te dis, ouais, ça doit être space. Bah, j'y arrivais un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Donc, j'ai eu un bac G2. Je l'ai redoublé quand même parce qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre. J'ai redoublé mon bac G2. Après, le bac, je voulais faire à la fin de mon bac, fin de mon problème, parce que j'étais stratégique en fait. J'essayais de voir ce que j'étais en compétence de faire. Parce que mon projet, c'était quand même de gagner ma vie et d'être autonome de mes parents. C'était voilà, de faire quelque chose de ma vie. Et du coup, euh, premier bac G2, je regarde ce qui se passe autour de moi et je dis, ah, j'aurais trop envie de faire un DUT GEA parce qu'il y a une option, parce que c'est déjà ces 2 années d'études, c'est pas trop long, que peut-être je suis capable, et qu'il y a une option en deuxième année, RH, relations humaines. Oh, ah, je me suis dit, ça me plaît, ça. Bon, je suis acceptée en DUT, je foire mon bac. C'est dommage. Donc, je repasse mon bac. Je demande à mes parents, donc j'ai fait toutes mes études dans le public. Je demande à mes parents d'aller dans le privé pour cette deuxième année et j'ai mon bac. Par contre, je ne suis pas prise à l'IUT-GEA, donc pas d'option RH et je suis prise en BTS informatique de gestion. Bon, c'était pas mon premier choix, voire c'était mon dernier choix. Et pour autant, c'était un super choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être que c'était compliqué d'apprendre à lire, peut-être que c'était compliqué les mathématiques, mais l'informatique, c'est logique. Et quand tu es 10, c'est un petit peu logique quand même. Tu as une certaine façon de réfléchir qui est super logique. Et là, l'informatique de gestion, c'était des. Alors, si c'est ça, tu fais ça, si c'est pas ça. Donc, en fait, c'est que des possibilités. Tu es en mode solution tout le temps. Moi, en fait, toutes mes années de difficultés m'ont permis de développer une résilience de malade. Et en fait, en informatique, c'est face à tous les problèmes, tu cherches la solution résiliente. Donc, du coup, c'était super chouette. Je Excellent. passe mon bac mon BTS, je l'ai. Alors, bon, je vous rassure, hein, j'avais soutien en mathématiques, j'avais encore des cours d'anglais, en plus de tout le reste. Mais j'ai mon BTS et je me lance dans le monde du salariat, toujours en pensant que j'étais vraiment une buse et vraiment pas intéressante, mais toujours avec la bonne intention. Et le premier entretien que je le passe à Paris. Alors moi, je suis d'Orléans, hein. Je vais à Paris parce que je suis sortie avec mon BTS informatique à un moment où il n'y avait pas de boulot. Donc, je postulais, je faisais des candidatures spontanées, j'étais hyper organisée. Je peux te dire que j'en ai fait des candidatures qui n'ont jamais eu de réponse, mais c'était pas grave, j'y allais, je répondais à tout et n'importe quoi, pas à tout, non, pas à n'importe quoi. Et là, je me retrouve dans les grandes tours de la Défense. C'est la première fois que j'allais à Paris toute seule, je prends le train, tout ça, machin. Grande tour de la Défense, j'arrive dans une salle où on était 60 personnes Oh. en attente et on devait avoir un entretien. Ok. Donc moi, je suis là avec 60 personnes et en me disant, waouh, purée, ce serait fort étonnant que je sois retenue parce que je commence à discuter tout autour de moi. Ils sont tous ingénieurs.
Et là, je me suis dit, ils se sont plantés dans le casting, mais moi, j'ai un BTS. Mais c'est pas grave. Donc, bon, je vois qu'on va attendre 3 plombes. Donc, je me dis, qui c'est qui veut boire un café avec moi à la machine à café? Parce que moi, j'ai repéré la machine à café. Donc, du coup, machine à café. Et moi, je crée du lien tout le temps. Et Mhm. arrive le moment où je passe l'entretien. Et puis, la nana, elle me dit, ouais, ça va? Ouais. Je dis, ah ouais, ouais, c'est la première fois que je viens à Paris. Je suis venue toute seule. Je suis trop contente et tout. Ah bon? Et tout. Je dis, ouais, 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 ouais. Ouais, j'ai pris le train, ça s'est bien passé. Et puis, je dis, et puis, on commence à parler avec la nana de la façon dont je m'étais fait payer le trajet par la NPE. Parce que c'était la NPE, hein, moi, je suis un vieux dinosaure, hein. Et en fait, je sors de l'entretien, à aucun moment j'ai parlé de mes compétences. Et je m'en vais, je dis, oh bon, bah, d'accord, ok. Bon. Et puis bon, c'était l'heure de manger, donc j'avais dit aux autres, bah, s'il y a quelqu'un qui reste après moi, on va manger ensemble. Donc je vais manger avec quelqu'un, puis je rentre chez moi en me disant, ouais, c'est mort, quoi. Je suis rappelée. Et je me dis, ils se sont trompés. Et je me retrouve, pour mon premier contrat, ils avaient embauché 20 personnes pour faire des tests sur le lancement d'un nouveau produit. Donc, je me retrouve embauchée à Paris pour 3 mois avec 20 personnes et tous les autres ont des diplômes d'ingénieurs. Ils sortaient de Polytech, ils sortaient de tout un tas de trucs. Et alors là, tu sais, j'étais déjà dans l'imposture. Alors, j'aime autant dire que j'avais l'imposture fort fort. Tu vois. Je me dis, mais pourquoi? Mais elle s'est trompée, la dame. Faut que j'aille la voir, c'est pas possible. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que Mhm. j'avais pas les deux pieds dans le même sabot. Elle a vu que j'étais allée chercher des informations pour me faire financer mon transport. Elle a vu que j'étais vraiment des merdes et que j'avais un relationnel super facile. Et là, en fait, on était dans de la conduite du changement. C'était un gros projet. Et à la fin, les 20 personnes comme moi, on allait être en contact avec l'utilisateur et qu'il fallait comprendre les problèmes de l'utilisateur pour lui apporter des solutions. Les autres, c'était des super techniciens. Par contre, ils étaient très fermés dans leur savoir. Moi, j'arrive, je dis, alors je te préviens, je ne sais rien, je suis pas sûre d'avoir tout compris. En revanche, je vais noter ce que tu me dis et je reviendrai vers toi si je trouve une solution. Ou je t'enverrai un pro. Et je passais vachement bien avec les gens parce que j'avais une autre intelligence, celle de l'intelligence relationnelle. Et je ne savais pas que ça existait, ça. Moi, on m'en avait jamais parlé. Et tu vois, même si j'ai eu beaucoup de difficultés petites à avoir l'intelligence mathématique, l'intelligence littéraire, l'intelligence, euh, eh ben, j'ai développé autre chose. Et en fait, c'est pas que j'étais pas intelligente, c'est que j'avais pas la maturité suffisante. Aujourd'hui, je refais la même chose. Bien sûr. J'ai acquis une autre maturité. Les mathématiques de CP, je les ai pas comprises. Aujourd'hui, je suis comme le gros éléphant. J'ai acquis tellement d'autres connaissances que si tu me redonnes les problèmes de CP, il est probable que j'y arrive. Mais tu sais, ça, c'est mon histoire avec l'apprentissage. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, alors c'était très très dur, hein, petite. Et comme je pensais que j'étais très très bête, je pensais que jamais je retournerais à l'école. Et, euh, et aujourd'hui, ça doit faire à peu près, ouais, à peu près 20 ans que je fais des formations régulièrement. Et c'est pas le même contenu et c'est pas la même façon d'apprendre quand tu es adulte. Et tu as une maturité qui s'est développée. Et du coup, maintenant, je suis grandiose. C'est l'apprentissage constant, en fait. Moi maintenant, j'adore élargir ma zone de confort. S'il y a un truc inconfortable, tu sais ce que je me dis, c'est génial, je vais apprendre un nouveau truc. Et ça change tout, en fait, dans ta perception
de l'apprentissage. C'est énorme, bien évidemment. Mm. Tu as un gamin, un jeune, une jeune qui est en difficulté ou qui vit ces obstacles, tu vois, des obstacles scolaires ou même dans la vie et qui a du mal à se projeter. Mm. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est super compliqué. Alors, j'ai pas- je lui dis rien, je l'observe. Voilà. Moi, j'accompagne pas les enfants parce que c'est trop compliqué pour moi. Euh, Parce qu'en fait, tu vois, la problématique, elle était dans ma tête. Comment moi, je me perçois. Et on pouvait me dire plein de choses gentilles, je ne les entendais pas. On m'a encouragé beaucoup, mais comme je pensais que j'étais nulle, j'acceptais pas les compliments. Donc, je sais pas comment répondre à ta question. En revanche, je vais passer sur un autre truc. J'ai eu trois enfants. J'ai trois enfants. J'ai pas eu, j'ai trois enfants. J'ai un garçon de 25, un garçon de 23 et une fille de 20. Quand ils sont rentrés à l'école et quand ils sont arrivés en CP, moi, j'étais profondément mal parce que j'avais eu du mal sur cette période-là et j'avais peur qu'ils traversent la même chose. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que très vite, j'ai mis en place des solutions pour que je ne m'occupe pas de leurs devoirs et pour pas leur mettre de pression parce que moi, j'avais eu tellement de difficultés que je voulais qu'ils y arrivent. Mais si je m'y mettais, j'allais les persécuter parce que j'aurais eu très peur qu'ils n'y arrivent pas. Donc j'ai dit non, il faut pas que je fasse ça parce que un, ça va me fatiguer, deux, je vais être horrible et ça va pas être bon pour nos relations. Donc du coup, on avait un truc, c'est que le lundi, c'était mon père qui s'occupait des enfants à la sortie de l'école, le mardi, c'était ma mère, le mercredi, ben moi je prenais ma journée, donc on se posait, et on faisait des choses récréatives ou des accompagnements. Le jeudi, c'était ma belle-mère et le vendredi, c'était la nounou. Du coup, je me suis jamais occupée d'eux quand ils étaient en petite section. Mais je savais qu'ils avaient des gens qui étaient disponibles et pas avec les mêmes enjeux que moi. Tu sais, les grands-parents, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Et du coup, ce que je veillais pendant qu'ils étaient en scolarité, c'est que ben, ils suivent, même s'ils étaient dans la petite moyenne. Ça me convenait parce que je savais qu'à un moment, il y aurait un déclic. Donc, je voulais les maintenir dans quelque chose qui était confortable pour eux, qui allait pas leur faire de la charge mentale. Tu vois, j'étais plus attentive à émotionnellement comment ça se passait. J'ai fait faire de l'orthophonie à chacun de mes enfants. Le premier pour constater que tout allait bien, mais qu'il était sûrement, tu sais, un petit peu, euh, il n'avait pas de trouble d'attention, il était curieux. Bah, c'est super la curiosité, génial. Le deuxième, il était beaucoup plus angoissé parce qu'il comparait tout. Donc, et ses copains, c'était les têtes de classe. Donc lui, tu vois, il aurait pu, alors qu'il était brillant, se mettre en difficulté parce qu'il était moins brillant que les autres. Donc lui, il a fait un petit peu d'orthophonie pour retrouver confiance en lui. Parce que l'orthophoniste lui disait, bah, tu vois, là, tu fais les tests, t'as 7 ans, tu fais les tests d'un petit garçon de 9 ans. Donc, en fait, tu vois, je suis allée chercher un outil que je connaissais qui était l'orthophonie, pas forcément parce qu'ils étaient en difficulté, mais parce que émotionnellement, je les sentais en difficulté. Et ma fille, elle est du 31 décembre. Donc, si tu veux, quand elle est rentrée au CP, elle dessinait les lettres, mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, elle a fait un petit peu plus d'orthophonie pour avoir la maturité de comprendre ce qu'elle était en train de faire. Donc au départ, elle captait rien. Elle n'avait pas de difficulté, elle était juste pas mature pour faire ça. Donc Amélie, elle a fait un petit peu plus d'orthophonie que les autres. Euh, et après, en fait, c'était ça. Moi, en fait, il faut qu'ils soient confort. Il y a quelqu'un qui va les accompagner. Quand ils sont rentrés au collège, j'ai j'ai euh, j'ai fait appel à Academia. Donc, ils avaient chacun 2 heures d'Academia par semaine. Et il s'appelait Pascal, le prof Academia, Pascal le grand frère. Donc en fait, si tu veux,
C'est pas moi qui le faisais, donc j'avais pas il y avait pas l'affect qui venait écraser et j'étais attentif aux notes, mais j'étais pas tu vois, ils ont été entre 10, 12 au collège, ils ont pas complètement eu des résultats de dingue, mais c'était pas grave en fait. Ils suivaient le programme, ils avaient Mm. peut-être la maturité ou pas, et c'est pas grave en fait. Moi, je voulais créer quelque chose de confortable. Mon aîné, lui, a toujours aimé les camions poubelles. Et sa passion, c'était la mécanique. Arrivé en Ouais. troisième, je vais au rendez-vous parents-prof et la prof me dit, mais écoutez, Madame Godard, votre fils ne travaille pas. Je suis pas d'accord. Il travaille 2 heures par semaine parce qu'il y a de l'académia. Un. Je dis, est-ce que mon fils euh, perturbe la classe? Non, non, il participe, il est plutôt sympa. Il a quoi comme note? 9, 10. Ok. Vous savez quoi? L'année prochaine, il veut faire un apprentissage parce qu'il veut devenir mécano poids lourd. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de ne pas le dégoûter et qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Moi, ce que je lui demande, c'est d'avoir au moins 10 de moyenne. Bon, ben, je crois qu'il fait ce que je lui demande et je lui demande de ne pas mettre le bazar dans la classe et de participer. Donc, on va laisser de faire le faire, lui laisser faire ce qu'il veut. Il a besoin de quelque chose de concret. Il a besoin de quelque chose de concret. Il a 15 ans, il a besoin de quelque chose de concret. Donc après, mon aîné, lui, il est parti dans un bac professionnel en apprentissage. Donc à 15 ans, il est parti en entreprise et il a parlé avec des adultes et il a fait des choses concrètes et il est allé il a fait un bac pro en alternance et un BTS en alternance. Bon, il a voulu le passer au talent. Donc il a pas eu son BTS. Mais si tu veux, il a le niveau BTS et il a aujourd'hui 25 ans, ça fait 10 ans qu'il bosse et ce qu'il a compris, et ça je suis hyper contente, c'est qu'aujourd'hui, dans son entreprise, il demande des formations en interne pour continuer à se former sur les outils. Et ça, je pense qu'il est le seul dans le garage à demander encore des formations. Donc là, pour ça, tu vois, moi je suis au taquet je suis fière de moi. Mon deuxième fils, mon deuxième, pas comme ça, mais comme ça. Mon deuxième fils ne savait pas ce qu'il voulait faire. Et c'est pas pour le dénigrer, mais il avait un niveau de travail et d'engagement dans son travail assez réduit. Donc heureusement qu'il y avait 2 heures d'académie avec le grand frère Pascal. Et du coup, ça, je l'ai repéré. Et je me suis dit, lui, il sait pas ce qu'il veut faire, donc un bac pro, ce serait pas une bonne idée, ce serait le mettre en difficulté. Par contre, un bac général, ce serait aussi le mettre en difficulté parce qu'il faut un petit peu plus de travail et mon mari avait envie qu'il fasse un bac S parce qu'il avait des compétences, en fait, mais qu'il exploitait pas forcément, vu qu'il se comparait tout le temps aux autres. Tu vois, il avait un petit syndrome bref et du coup, mon deuxième, moi, je suis allée aux réunions puis j'ai entendu bac technique. Alors Un bac un bac S, donc là aujourd'hui, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est plutôt, scientifique. Heu, Dans le lycée où il était, il y avait 7 classes de S avec 30 élèves par classe. Donc pour être le meilleur, fallait un petit peu développer, de l'engagement et du travail. Et moi, j'avais repéré qu'il y avait un autre truc, ça s'appelait STI2D. C'était un bac technique. Et j'avais entendu, non parce que moi je suis un peu stratégique, hein. Donc bac technique, ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus, un petit peu comme le bac G2 où on faisait de la compta. Là, on va aller beaucoup plus c'est plus du concept, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique et qui est beaucoup plus pratico-pratique. Donc ça, déjà, je me dis, ouais, ok, ça peut être bien pour lui. Et j'avais aussi entendu que les écoles d'ingénieurs avaient des places réservées pour ces types de diplômes. Et là, je dis, attention, attention, c'est un petit peu bizarre ce que je veux dire. Alors, si on réfléchit de manière statistique, oui, on est statistique.
Il y avait une classe de STI 2D avec 20 personnes. Cette classe avec 30 personnes. Donc, les chances d'avoir un dossier sur le dessus de la pile avec des places réservées en école d'ingénieur, je me suis dit, là, pour le travail qu'il donne, stratégiquement, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour lui. Il a eu son bac, il faisait partie des têtes de classe, il n'a pas choisi. Et après, j'ai continué à la stratégie. Je me suis dit, une école d'ingénieur, c'est bien, mais tu as un diplôme au bout de 5 ans, 6 ans même. Et je me suis dit, ben, quand tu as une petite, quand tu une petite, un petit engagement, s'il n'y a pas de récompense régulièrement, dopamine, tu vois, je connaissais pas encore la dopamine, ça va être compliqué. Donc, ce que j'ai invité à la fin, quand il faut faire un choix, c'est hyper compliqué de choisir des études euh, après le bac parce que tu sais pas en fait, Bien tu peux sûr. pas savoir. Enfin, moi, je pense que c'est compliqué. Et pour eux, je pense que c'est une période très très compliquée, et pour les parents et pour les enfants. Et en fait, j'ai dit à mon fils, alors, tu as le choix, tu vois, il y a des places dans les écoles d'ingénieurs, tu as des places dans les prépas aussi, mais je pense que c'est se mettre en difficulté. Donc moi, ce que je te propose, après, tu fais qu'est-ce que tu veux avec ce que je te dis, c'est que tu ailles faire un DUT ou un BTS sur une spécialité, ce qui te permet au bout de 2 ans d'avoir un diplôme. Et après, si ça te plaît pas, cette spécialité, bah peut-être aller chercher une licence qui te permettra d'aller chercher autre chose. Et peut-être que, ce qui te fera 2 diplômes en 3 ans. Et après, peut-être d'aller chercher quelque chose de plus si tu en as envie. Et si tu n'en as pas envie, déjà, tu as quelque chose. Et en fait, là, cette année, Baptiste valide son bac plus 5 et il va rentrer en école d'ingénieur l'année prochaine. Et ce que il n'était pas prêt à faire un apprentissage en sortant du bac, mais par contre, je l'ai vraiment vivement invité à faire de l'apprentissage dès la licence. Et c'est là où il s'est révélé, tu Excellent. vois. Et ma dernière, oui, parce que j'en ai trois, alors je te raconte, du coup, je te dis non. Ma dernière était très scolaire. Donc, même si au départ, elle écrivait les mots, et qu'elle n'a pas été une élève prodigieuse, c'était une élève consciencieuse et stratégique comme sa mère. Donc, elle mettait beaucoup de temps à réfléchir ce elle voulait faire. Donc, elle a fait un bac ES, économie. Elle a adoré parce que c'était concret. Donc, c'était comment on appelle ça? Je t'ai dit, il y en a un qui a fait le bac pro, l'autre technique et le bac général. Donc, tu vois, Mhm. on a fait tout, on a tout testé. Et du coup, Amélie a suivi les mêmes conseils. Elle est passée par un DUT. Et là, elle est en train de finir sa licence. Une licence qu'elle a fait en alternance. Une alternance dans une start-up. Et là, je peux te dire qu'il faut être résilient parce que tu es un petit peu tout seul. Elle s'est éclatée. Elle a choisi les métiers du marketing et de la communication. Et là, tu vois, l'année prochaine, elle rentre dans un master pour faire des études supérieures. C'était pas mon objectif, en fait, qu'il fasse des études supérieures, mais des choses. Enfin, ok, je te montre ma mascotte. C'est un Mm. escargot, tu vois. C'est moi, ce qui était important pour moi, c'est qu'ils aillent à leur rythme et que ce soit pas violent. Ça a été tellement violent pour moi et pourtant j'y suis arrivée. Mais ça m'a demandé tellement, tellement, tellement d'énergie que je voulais chercher quelque chose qui était juste pour eux. Donc, je sais pas si ça peut répondre à ta question. Je pense que c'est une période très compliquée pour les jeunes et c'est aussi très compliqué pour les parents parce qu'on se sent impuissant et démuni. Moi, ce que j'ai fait en tant que parent, grâce à mon expérience de vie, c'est que j'ai observé mes enfants et que j'ai essayé de les guider vers ce qui était possible pour eux. Je dis pas que c'est une réussite et ça se trouve, tu sais, là, ils sont en train de finir leurs études et peut-être qu'ils feront complètement autre chose après. Mais pour l'instant, je sens que ça a été confortable.
pour eux. Pas Ouais, facile, hein, confortable. exactement. Pas facile, parce que voilà. Et ils ont commencé à performer, Baptiste et Amélie, euh, quand ils ont commencé à faire les études supérieures. Parce que c'était des choses qui leur plaisaient, c'était facile de s'y mettre. Et ils sont devenus, ils ont des super résultats. Alors que je leur ai jamais demandé leurs résultats. Et, et du coup, c'est ça, c'est être plutôt dans observer comment il fonctionne, observer que, ouais, il n'arrive pas à s'y mettre, d'accord, mais est-ce qu'il est curieux? Bah, il est curieux, bah, génial, enfin, il faut pas s'inquiéter s'il est curieux. Il arrive à se connecter avec les gens. Oh, bah alors super, trop de chance. S'il se connecte aux autres, il aura l'intelligence relationnelle qui lui permet de se dire, eh, moi, je sais pas tout, mais je sais qui c'est et je sais vers qui je vais aller. Et tu sais, nos enfants, ils ont un truc de dingo, c'est que euh, je t'ai envoyé un lien vers un super conférencier qui parle des générations Y et du management des générations Y. J'ai adoré ce truc. Et ce que j'ai retenu, c'est que j'ai retenu, c'est que, tu sais, nous, on regardait comme des mentors ceux qui étaient passés avant nous, parce qu'ils avaient la connaissance, etc. Donc, on allait piocher l'information vers eux. Nos enfants, depuis le plus jeune âge, ils vont chercher les tutos. Donc, et les tutos sont toujours plus d'actualité que ce que nous, on leur dit. Donc, ils ont déjà acquis la compétence, que le savoir change tout le temps. Et si ils, ils peuvent s'adapter parce qu'ils savent chercher l'information quoi qu'il arrive. Wow. Mais écoute, est-ce que tu veux bien donner la référence, le nom du conférencier? Comme ça, les gens qui Yes, t'écouteront. il s'appelle, peut-être tu pourras le mettre dans la description. Alors, parce que, alors moi, j'ai pas de mémoire par contre, hein. Il y a un Julien, truc, c'est pas Julien Astier? ouais, Julien Estier peut-être. Estier. Très, très bien. Estier. Ouais, il a fait une conférence Comprendre et manager les jeunes générations. Eh ben, tu sais, en fait, j'ai découvert ça il y a 3 semaines parce que je devais faire une formation, développer un management grandiose, hein, parce qu'avec moi, tout est grandiose. Et en fait, je trouvais ça vachement intéressant de voir que chaque génération a sa façon d'apprendre, chaque génération a sa façon de développer son intelligence. Et là, c'était mais brillant parce que tu sais, il s'appuie sur de la sociologie, il s'appuie sur des choses qui font qu'on s'aperçoit que peut-être l'éducation, elle évolue pas aussi vite que nos générations. Mais bon, ok. Et ce qui est intéressant, tu vois, tout à l'heure, on partageait quelque chose. Je te partageais ma difficulté quand j'ai passé ma certification de coach, que c'était difficile pour moi, la certification, parce on allait me demander du par cœur quelque part sur des outils, et que moi, le par cœur, c'est compliqué au niveau de la mémorisation. Alors que dans mes accompagnements, ça ne me pose pas de problème d'avoir des fiches pour avoir un soutien. Et aujourd'hui, on te demande d'apprendre par cœur des choses qui sont obsolètes demain, parce que ça évolue tout le temps. Et je trouve que ce qu'il y a de plus intelligent aujourd'hui, c'est de dire, comment tu vas faire? Comment tu comptes faire? C'est quoi ton idée? Sur quoi tu t'appuies? Et en fait, ils utilisent beaucoup de tutos. Enfin, c'est pas toi qui leur as appris à créer un compte Facebook. C'est pas toi qui. Enfin, d'ailleurs, Facebook, c'est un truc de vieux. C'est pas toi qui leur a appris Instagram. C'est pas toi qui leur a appris à monter des vidéos sur TikTok. C'est pas. Et ils vont mais hyper vite. Et c'est ça, en fait, que je trouve ça intelligent de noter que ça, c'est de l'adaptabilité et que si en fait, en entreprise, on parle de soft skills et on parle d'adaptabilité. Mais comment on te l'apprend, ça? Tu vois? Et c'est ça la conduite du changement pour moi. C'est apprendre à t'adapter, à être fluide, à pas faire de charge mentale. Tu sais pas. En fait, il y a un autre truc que j'avais adoré. C'était un petit schéma, tout rikiki, où il y avait écrit, il y avait un gros rond où il y a écrit c'est tout ce que je ne sais pas. Et un tout petit rond, ça c'est ce que je sais.
Et du coup, je me suis dit, mais ouais, en fait, pourquoi charger sa mémoire? Je ne serai jamais Google. Tu sais un truc? Je ne serai jamais Google. Et tu sais quoi? Je vais pas essayer parce que ce serait trop compliqué. En revanche, j'ai la chance d'avoir du réseau et il y a plein de gens super intelligents qui ont réfléchi à des trucs auxquels je me suis jamais posé la question. Donc, le jour où je me pose la question, je vais sur Google et là où, en fait, c'est intéressant de développer euh, la, de développer le libre arbitre, c'est ça, en fait, l'adaptabilité. C'est avoir le libre arbitre pour dire, bah voilà, dans tout ce que je vais regarder, il y a des choses qui vont m'intéresser et qui vont être pertinentes pour moi. Donc, c'est ça que je vais garder. Et pas prendre les choses pour acquis. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui vont te dire des trucs et c'est du n'importe quoi. Le fait d'avoir du libre arbitre, c'est dire, ah ouais, bah en fait, oui, peut-être, mais ça me parle pas, donc je vais pas prendre ça comme acquis et je vais me faire ma propre expérience. Par contre, j'ai entendu ce qu'il voulait dire. Je pense que j'ai compris et voilà. En fait, c'est se dire, ah oui, de cette expérience-là, qu'est-ce que ça m'inspire? La question, c'est qu'est-ce que ça m'inspire? Comment je peux l'utiliser? Qu'est-ce que je fais de ce que je sais? Merci C'est beaucoup, un truc de Catherine. dingo. Ouais, je sais pas, on va peut-être faire plus de 2 heures et demie, mais j'ai tellement de trucs à te dire. Il y a un autre truc que je voulais dire, c'est, je te l'ai raconté et je tiens à te le raconter aux gens qui sont là, surtout pour les parents. Euh, à un moment de ma vie, j'ai emmené mon deuxième chez le psy parce qu'il faisait des terreurs nocturnes. Euh, et quand je suis arrivée chez la psy, la dame me dit, écoutez, votre fils est une éponge, c'est un hypersensible, mais tous les enfants sont hypersensibles, on est d'accord. 93% de non-verbal. Donc ils sont tous hypersensibles. On est toujours. Après, on apprend avec l'école et le moment où on devient raisonnable à modérer notre sensibilité. Donc, mon fils avait 2 ans. Je le sentais en souffrance et je savais pas quoi faire. Je vais voir une pédopsychiatre qui me dit, vous savez, c'est une éponge. Si vous, vous allez bien et que vous ne vous inquiétez pas, il ira mieux. Donc, allez consulter et soyez plus sereine. Ok, super. Donc, je le fais. Je le fais. Et la dame me ramène sur le manque d'estime de soi, etc. Et elle me dit comment vous étiez petite. Et elle dit, si vous n'avez pas les réponses, demandez à votre maman. Et moi, je ne peux pas demander à maman. Je ne peux pas demander à ma maman. Tu sais ce que j'ai fait? 25 ans après, j'ai rappelé mon orthophoniste pour prendre rendez-vous avec elle. Parce que quelqu'un qui me connaissait à cet âge-là, c'était l'orthophoniste. Je ne pouvais pas demander à ma mère parce qu'il y avait de l'émotionnel et je voulais pas mettre ma mère en difficulté avec mes problèmes. Donc, j'ai eu rendez-vous avec l'orthophoniste. Alors, tu sais, l'orthophoniste, 25 ans, tu sais, une carrière, c'est 30 ans, tu vois. Donc, elle m'avait connue, j'ai eu de la chance, elle exerçait encore, mais elle était toute jeune quand j'ai commencé. Donc, elle me voit arriver et puis elle me dit, écoutez, euh, j'ai recherché votre dossier que j'ai retrouvé. En revanche, je vais peut-être pleurer, hein. Tu sais qu'à ce moment-là, je vais pleurer. Je, je n'ai aucun souvenir de vous, petite fille, mais je me souviens parfaitement de l'impuissance dans laquelle votre mère se sentait. Je vais pleurer maintenant. De la tristesse qu'elle éprouvait de ne pas pouvoir vous aider. De l'impuissance de la maîtresse qui ne pouvait pas aider son enfant à apprendre à lire. Et je vous ai dit en fait que j'étais hypersensible. Donc ma mère, en fait, elle me disait pas ça, mais je le sentais ça. Et pourquoi j'étais bien chez l'orthophoniste et pourquoi je suis allée chercher mes réponses chez l'orthophoniste? Parce que l'orthophoniste, elle avait des outils et elle avait du recul. Et en fait, quand je rentrais dans son bureau, je savais qu'elle croyait en mon potentiel et je savais qu'elle savait que j'y arriverais.
Et tu vois, si on revient juste à quelques secondes après où je te disais, quand la psy me disait, votre fils est une éponge à 2 ans, et ben moi, à 7 ans, j'étais aussi une éponge et je sentais le stress de ma mère. Donc, si j'ai un conseil à donner aux parents qui ont des enfants en difficulté, c'est faites-vous aider. Vous, parce que je vais encore pleurer, plus vous serez apaisé, plus vous pourrez leur dire qu'ils vont y arriver, mais en le croyant vraiment. Et plus vous y croirez, plus en fait, on parle de, si on parle d'incompétences acquises, on parle aussi ah merde, la théorie Pygmalion. En fait, quand il y a quelqu'un qui croit en vous, vous le sentez et ça vous permet de vous dépasser. Et en fait, là où je me suis accrochée et pourquoi j'ai rappelé cette orthophoniste 25 ans après, c'est parce que en fait, c'était mon Pygmalion, en fait. Elle a toujours cru en moi. Et j'en veux pas. Enfin, ma mère, elle avait pas les moyens à cette époque-là de pouvoir m'apporter ça. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, vraiment tout. Et elle avait pas les moyens. Par contre, c'était une chance que je voie une orthophoniste parce que dans son bureau, il y avait de l'espoir. Et du coup, c'était motivant. C'est ça que je voulais rajouter. Si le parent se sent dans l'impuissance, l'enfant le perçoit. Et il se dit, oh purée, je suis dans la merde. Enfin, je dis des gros mots aussi, j'aime bien dire des gros mots. Et en fait, voilà. Et du coup, ça rajoute un stress au stress qu'ils peuvent déjà avoir. Bien sûr. Catherine, Et puis j'ai découvert merci. plein d'outils géniaux, hein, j'ai découvert plein d'outils géniaux parce que dans mon processus de changement, bah, en fait, je suis allée chercher comment fonctionne l'intelligence. Donc après ma formation de coach, j'ai fait une formation de praticienne en psychopédagogie positive. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est comment j'apprends à apprendre. Et tu sais ce que j'ai appris? Qu'il fallait calmer le mental pour avoir la disponibilité de l'apprentissage. J'ai découvert la gestion mentale avec les gestes mentaux. J'ai découvert qu'il fallait mettre son cerveau en projet pour retenir les choses. Les gestes mentaux, c'est attention, mémorisation, compréhension, réflexion, imagination. Mais si on m'avait expliqué tout ce que j'ai appris à 48 ans, je me serais pas sentie débile. J'aurais découvert mon intelligence. Si on m'avait appris à calmer tout ce flux d'informations, j'aurais pu être beaucoup plus disponible à l'apprentissage. Et c'est top parce qu'en fait, heu, toutes ces difficultés me permettent aujourd'hui, de pouvoir transmettre, quelque chose d'intelligent parce que, mon expérience plus les compétences que j'ai acquises avec mes formations me permettent maintenant, heu, de proposer quelque chose d'intelligent. Tu vois? Et il y a un autre truc, qui a été aussi, super intéressant, c'est que j'ai découvert, le neurofeedback dynamique, et là, en fait, parce que, j'ai beau être, hypersensible, je suis hyper mentale aussi. Je suis très cérébrale et du coup, mon cerveau, il tu sais, on parle de HP, HPE, au potentiel émotionnel, au potentiel, intellectuel. Hem Si on devait, enfin, alors je suis pas une spécialiste, je suis une experte. Je suis une experte parce que j'ai fait l'expérience, d'accord? Mais je suis pas une experte, parce que j'ai toutes les connaissances, OK? Mon expertise de ma propre expérience personnelle, c'est, que, quand tu es, HP, que ce soit I ou E, on s'en fout, c'est que ton cerveau va vite alors que tu penses que tu es un escargot. Alors ça, c'est dingue.
ton cerveau va très vite, il brasse toutes les informations. Alors là, c'était des informations émotionnelles, donc les 93% de perception, beaucoup trop d'informations. Tu as besoin d'y trouver du sens, donc alors ça mouline, ça mouline, ça mouline, parce que quand t'as pas les variables, c'est comme si tu avais une équation à X inconnus. Et quand tu as plein d'inconnus, tu as plein de scénarios possibles. Donc c'est là que tu fais de la charge mentale. Et quand ton cerveau, il est surentraîné à faire de la charge mentale, je peux dire qu'il est balèze, tu l'arrêtes pas. Donc j'ai fait beaucoup de dépression, moi, j'ai même fait burn-out, bore-out, burn-out, tous les trucs en route. Euh, j'ai pris des antidépresseurs, je me suis fait accompagner par des psys, des psychiatres, machin. Ça m'a fait avancer hein, dans ma réflexion. Mais j'ai fait de la sophro, je suis cérébrale. J'avais envie de tuer la sophrologue parce elle te dit calmez-vous. Oui. Maintenant, imaginez une table. Ouais, ok. D'accord. Elle est carrée, elle est rectangulaire, elle est ronde, elle est ovale. Enfin, tu peux pas être précis, s'il te plaît? Et sur la table, il y a 3 pommes. Oui, mais de quelle couleur? Et du coup, tu sais, j'étais dans mon mental, je lâchais rien du tout. La sophro, ça marchait pas du tout. Parce que j'étais trop coincée j'ai besoin d'avoir un cadre rassurant. Tu vois, ma petite corde. J'avais besoin d'avoir un cadre. Et là, ça ouvrait tout, mais ça ouvrait trop grand et trop vite. J'avais trop de charge mentale. Et quand j'ai découvert le neurofeedback dynamique avec Neurooptimal, c'est c'est un outil assez génial parce qu'on ne te demande pas de réfléchir et ça fait méditer ton inconscient. Du coup, ça fait vraiment des vacances à ton cerveau. Et du coup, ça allège tes pensées. Ça te permet de prendre le recul que tu prends plus. Ça, ça te permet de revenir en énergie. Et j'ai mis ça dans mes accompagnements parce que le changement te demande tellement d'efforts que avoir un outil qui te permet de prendre de la hauteur, ça te permet de changer et d'apprendre des choses nouvelles. Parce que sinon, ton cerveau, il essaye toujours de chercher comment se rattacher à ce que je connais. Parce qu'aller vers du nouveau, c'est compliqué. Et je parle de ça pas pour faire de la pub, mais parce que dans les accompagnements que je fais, d'abord, on débriefe sur ce qui se passe. Après, j'apporte, si tu veux, je complète la boîte à outils en partant de l'expérience qu'ils vivent. Je leur apporte des connaissances pour que ça devienne de l'intelligence. Et après, on fait une séance de neurofeedback pour que la formation s'intègre. Et du coup, c'est plus confortable. Et je sais que le neurofeedback pour les petits enfants 10, pour les enfants qui sont TDAH, pour les enfants qui sont hyperactifs, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est des hypersensibles et ils ont plein d'informations qui circulent tout le temps dans leur tête qui leur empêchent d'avoir la disponibilité pour apprendre. Donc, c'est un outil, forcément, quand j'en ai entendu parler, je l'ai acheté essentiellement pour moi hein, au départ. Hein. Faut être clair. Et la difficulté que j'avais, moi, c'est que j'arrivais pas à me concentrer. Donc après, quand j'ai développé mon activité, bah, j'avais plein d'idées. Mais la grosse difficulté que j'avais, c'était de les poser et de mettre des actions. Parce que ça me demandait de la concentration. Et cet outil-là m'a permis de développer mon activité parce que ça m'apportait l'apaisement nécessaire pour traiter les actions nécessaires au passage à l'action. C'est fini, j'ai fini. En tout cas, merci infiniment Merci. que tu es, tu incarnes en fait. Tu t'es vraiment, tu diffuses, voilà, ces informations que tu as vécues et j'entends personnellement le cœur, les tripes parler et voilà ta générosité voilà transmettre ces informations qui sont pertinentes, qui sont justes, en tout cas qui me paraissent justes et qui me parlent Ouais. énormément. Donc merci beaucoup, Catherine. Et tu sais, en fait, le métier de
psychopédagogie positive, il n'est pas très connu et pourtant il est vraiment très compatible, je pense, à de l'orthophonie. L'orthophonie, les orthophonistes vont être sur les gestes, les psychopédagogues, enfin non, euh, tous les praticiens qu'il y a autour de tous les 10 vont réapprendre le geste sur lequel il y a de la difficulté. Un psychopédagogue, psychopédagogie positive, lui, il va apprendre à calmer le mental pour pouvoir faire mieux les gestes. Il va apprendre à faire de l'auto-hypnose aux enfants. Il va apprendre à comprendre le fonctionnement et de la gestion mentale. Se dire, tu sais, moi, quand j'étais à l'école, j'avais pas de projet. J'y étais, j'étais présente. Tu vois, mon projet, c'était d'être présente. Ce qui faisait que ça faisait et quand j'ai compris la gestion mentale, c'est si on m'avait donné le projet d'expliquer à plus petit que moi, je peux te dire que j'aurais retenu parce que ça m'engageait vis-à-vis des autres et j'aurais accroché l'information. Tu vois? Et en fait, c'est ça, la psychopédagogie positive, ça va pas aider vos enfants à faire leurs devoirs. Ça va aider vos enfants à comprendre comment ils fonctionnent et comment se mettre en capacité d'apprendre. Mais à aucun moment, ça va vous permettre de faire les exercices. Et bon, alors moi, j'en ai pas fait mon métier, mais encore que je fais ça pour les grands, en définitive. Mais de faire cette formation, ça m'a vraiment tellement inspiré, en fait. Tellement inspiré. Et c'est encore un métier qui n'est pas très, très connu. Et c'est forcément un service qui n'est pas remboursé. Donc, c'est un investissement. Ouais. Mais comme on peut investir dans une piscine pour passer un été parfait, eh ben, je pense qu'il est vraiment intéressant d'investir sur ses enfants. Tu vois, moi, j'ai investi Academia, j'ai investi des choses quoique encore Academia, tu peux avoir des aides de l'État. Mais tu vois, en fait, euh, investir sur le bien-être, investir sur le développement personnel de vos enfants, parce que ça, c'est vous leur permettez de se développer. Exact. Ça a un coût, mais, mais je pense que ça vaut le coup. Ça a un coût, mais ça vaut le coup. Moi, j'adore. En tout cas, merci infiniment, Catherine, pour ta disponibilité, pour ta générosité. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir laissé parler sans m'arrêter. Tu te devançais, tu vois. Tu étais très intéressante, vraiment, dans ce que tu Ah, partageais. c'est Donc, très gentil. pas d'interruption quand c'est comme ça. Ouais. En fait, je pense que c'est le chemin d'une vie. Mhm. Même s'il y a des embûches, se dire qu'on est grandiose, qu'on a tout le temps de grandir et d'oser, que les premières fois, c'est vraiment pas terrible le résultat, et que pour autant, ça vaut le coup d'observer ce qui n'a pas été terrible pour se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je modifie ou qu'est-ce que je jette. Et de se dire, ah ouais, ok, d'accord, mais là, c'est pas du tout adapté à moi, comment je peux faire pour que ce soit plus confortable. Moi, je pense qu'il faut aller chercher du confort et un autre truc que je trouve super intéressant, c'est dans la vulnérabilité, se dire que savoir aller chercher de l'information et se faire aider, c'est de l'intelligence pure. C'est pas de la vulnérabilité. C'est de l'intelligence d'aller chercher un mentor, d'aller chercher quelqu'un qui sait et qui peut vous guider parce que vous allez gagner du temps et de l'énergie. Donc, quand on ne sait pas, tu vois, ma mère ne pouvait pas m'aider, elle est chercher une solution à l'extérieur. Moi, je savais que j'allais être horrible avec mes enfants. J'ai mis en place des choses vers l'extérieur. Et quand je sais que je ne sais pas, bah, je suis déjà, tu sais, les tutos n'existaient pas, et je cherchais toujours des tutos, moi. Et
Parce que tu vois, j'ai toujours cru que les autres étaient plus intelligents que moi. Mais en fait, ils n'étaient pas plus intelligents que moi. Et ils avaient des informations complémentaires aux miennes. On était complémentaires. Et tu sais, dans ma vie pro, euh, j'étais toujours avec des super techniciens et en fait, on me mettait toujours sur les projets où ça marchait pas du tout. Bah, je me dis, bah, pourquoi ils mettent pas les super techniciens? Parce que tu sais où était le problème dans les projets? C'était toujours des problèmes relationnels, des problèmes d'ego, des gens qui n'arrivaient pas à bosser ensemble. Et du coup, moi, j'arrivais, je dis, alors, je comprends rien ce que tu me dis. Tu peux m'expliquer ce que tu fais? Toi, tu m'expliques ce que tu fais. Et en fait, je dis, ah ouais, Et tu bon, fais le pont. je sais que tu es indifférent avec Bidule, mais Bidule, quand même, il a la solution à ton problème. Je pourrais pas t'expliquer, j'ai rien compris. Mais si tu viens de ma part, ça devrait passer. Et en fait, tout Excellent. solutionné par des trucs comme ça. Et moi, je pensais que j'étais nulle. En définitive, j'avais un talent qui n'était pas un talent technique, mais qui était un talent qui facilitait les choses. Et en fait, tu vois, le job de facilitateur n'existait pas, mais j'aurais pu l'inventer. Merci Et on a beaucoup. besoin de tout. On a besoin de tous et de tout. Et ne pas savoir, c'est pas une tare, c'est le potentiel d'aller vers l'autre pour créer de l'intelligence collective. Je mettrai le lien, en tout cas, tes références pour que les gens aillent te retrouver, Ok, voient tous les beaux merci. posts que tu fais. Je te remercie à nouveau, vraiment, pour avoir accepté tous ces partages et je te dis à très, très bientôt. À très très bientôt. Belle soirée à tous. Belle journée d'ailleurs. Et puis prenez soin de vous. Il y a de l'espoir tout le temps. Soyez joyeux. C'est comme ça que ça marche. Elle est là, l'énergie. Merci beaucoup. Merci.